Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Dimanche 28 mai 2023, bonne fête de Pentecôte à toute la communauté chrétienne. À la une de ce journal, la communauté chrétienne célèbre ce dimanche 28 mai 2023 la fête de la Pentecôte. Célébrée 50 jours après la fête de la Pâque, la Pentecôte symbolise la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Quel sens revêt cette fête et quelle est sa portée spirituelle? On en parle dans cette édition. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu dans la matinée du lundi 22 mai 2023 le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Cassibro. Au menu des échanges, les deux parties ont débattu autour de la situation économique, monétaire et financière de la sous-région. Plus de détails dans ce journal. Les 7 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle sont désormais connus. Ils ont été désignés pour les uns par le président de la République et pour les autres par le président de l'Assemblée nationale. Retour sur l'identité des 7 nouveaux membres de la haute juridiction dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. La communauté chrétienne célèbre ce dimanche 28 mai 2023 la fête de la Pentecôte. Célébrée 50 jours après la fête de la Pâque, fête de la résurrection du Christ, la Pentecôte symbolise la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Quel sens revêt cette fête pour les confessions religieuses qui la célèbrent? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par la rédaction de E-Télé-Bénin. 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte chez les chrétiens. Qu'est-ce que la Pentecôte et quelle est son importance dans l'Église? Le mot Pentecôte vient du grec penta, qui signifie 5. La Pentecôte, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, a eu lieu 50 jours après Pâques et 10 jours après l'Ascension. Donc c'est cet événement que nous célébrons chaque année, 10 jours après l'Ascension. C'est une promesse que Jésus a faite à ses disciples. Il a promis que l'Esprit de vérité descendra et il viendra nous indiquer ce que lui n'a pas pu terminer, ce que lui n'a pas pu faire. Donc l'Esprit Saint viendra faire la continuité de son œuvre. Alors nous célébrons la Pentecôte, profitant en même temps de célébrer l'anniversaire de la naissance de l'Église primitive catholique. Parce que c'est ce jour que l'Église primitive catholique est née. Le chrétien évangélique pentecôtiste, j'allais ajouter, a une grande responsabilité par rapport à ce qui doit être par rapport à la Pentecôte. D'abord, il faut savoir, la Pentecôte, comme je l'ai dit, c'est la descente du Saint-Esprit, c'est la troisième personne de Dieu. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous avons forcément besoin de sa présence en nous afin d'être véritablement chrétiens. C'est pourquoi nous devons avoir du respect pour Dieu, par conséquent, avoir du respect pour le Saint-Esprit. Quels sont les comportements que doivent avoir les chrétiens pour bien accueillir l'Esprit Saint? Le chrétien doit vivre une vie de sanctification,
une vie de foi, une vie de pureté. Nous devons savoir que le Saint-Esprit nous est donné pour servir Dieu. Le Saint-Esprit nous est donné pour l'édification du corps de Christ. Le Saint-Esprit nous est donné pour unifier le corps de Christ. Alors aujourd'hui, on dit que nous sommes pentecôtistes et voilà combien de fois nous sommes divisés. On ne s'entend pas, on se chamaille, on se combat. Ça ne devrait pas être ainsi. Que chaque chrétien se laisse effectivement transformer. Et soyons convaincus d'une chose, si chaque chrétien se laisse effectivement transformer, le monde changerait. Donc il s'agit pour nous tout simplement de prendre conscience que le Saint-Esprit veut nous transformer, mais aussi et surtout de travailler à collaborer à cette action de transformation du Saint-Esprit. Je souhaite bonne fête à tout être humain et non les chrétiens seuls. Parce que tout celui-là qui fait du bien, que tu sois animiste, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, c'est que tu as le Saint-Esprit en toi. Donc, je dis bonne fête à toute l'humanité qui a déjà l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, l'Esprit de concorde, l'Esprit de tolérance en lui. Bonne fête à tous et à toutes. Ceux-là qui ne l'ont pas encore, à la descente du Saint-Esprit, que mon Père Céleste puisse accorder à chacun cette grâce-là. La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre le jour où 120 disciples de Jésus, dont les 12 apôtres, ont reçu l'Esprit Saint, l'une des 3 manifestations de Dieu. Cette fête qui consacre la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus symbolise la naissance de l'Église nouvelle. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le président de la République, Patrice Talon, a reçu dans la matinée du lundi 22 mai 2023 au Palais de la Marina le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Cassibrot. Au menu des échanges, les 2 parties ont débattu autour de la situation économique, monétaire et financière de la sous-région. Au cours des discussions, le gouverneur de la BCEAO a fait le point de l'évolution de la situation économique, monétaire et financière de la zone d'action monétaire de la Banque centrale et des progrès réalisés par le Bénin dans plusieurs domaines en particulier, ainsi que les perspectives au niveau régional. Au sorti de l'audience, Jean-Claude Cassibrot s'est dit rassuré et satisfait des performances réalisées par le Bénin dans différents domaines. On le suit. Ça a été l'occasion pour nous de lui faire un peu le point de l'évolution de la situation économique, monétaire et financière dans la région, l'action monétaire de la Banque centrale, la situation un peu dans l'ensemble de l'Union, le système bancaire. Enfin, nous avons fait un tour d'horizon de toute l'actualité monétaire et financière dans la sous-région. Et ça a été l'occasion pour nous de saluer les progrès qui ont été réalisés également au Bénin en particulier, puisque nous avons noté que la croissance est restée très soutenue et les prévisions de 2023 vraiment sont très satisfaisantes. Les performances en matière d'inflation notamment, puisque dans l'Union, le Bénin a la meilleure performance en termes d'inflation. Le taux d'inflation à un niveau relativement faible. Et donc, on salue les efforts qui ont été faits par l'État béninois pour justement lutter contre la hausse des prix d'une manière générale. Nous avons parlé également des perspectives au niveau régional, la croissance économique dans notre union monétaire qui reste très soutenue, l'inflation qui est une préoccupation au niveau de la région, mais qui est en décélération. Nous restons très attentifs au niveau de la Banque centrale à l'évolution de la situation et nos actions en matière d'intervention sur le marché monétaire justement tiennent compte de la nécessité de faire baisser progressivement le taux d'inflation vers notre cible, puisque notre cible c'est de 3%. Et donc nous pensons que nous sommes dans la bonne dynamique, mais nous restons attentifs à cette évolution. Dans l'ensemble, ça a été une très très bonne occasion que nous avons eue d'échanger avec son Excellence Monsieur le Président de la République, d'écouter également ses observations, ses préoccupations sur les différents points. Nous partons vraiment rassurés. Nous sommes, comme je l'ai dit,
rassurés et beaucoup satisfaits des performances que vraiment le pays a enregistrées dans les différents domaines. Actuellement, nous avons salué particulièrement la dernière revue qui a été faite avec le Fonds monétaire international, qui a été également très positive sur les performances et les résultats atteints par l'économie béninoise. Les membres du gouvernement ont initié une descente sur le terrain pour sensibiliser les populations des régions touchées par les attaques terroristes récemment enregistrées dans le nord du pays. Une descente qui intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Bénin. Des messages de sensibilisation importants et valables pour toute la population. Un message sur lequel la rédaction de la télévision nationale est revenue. Suivez plutôt. Quand un étranger arrive ici, vous devez chercher à savoir qui il est, d'où il vient, quel travail il fait. Donc vous devez forcément avoir confiance aux forces de défense et de sécurité en leur apportant le renseignement. Deuxièmement, en leur indiquant tout ce qui, selon vous paraît anormal. Et troisièmement, quand quelque chose ne va pas, il faut alerter immédiatement aussi bien les forces de défense et de sécurité, aussi bien les autorités locales. Si vous voyez quelque chose qui vous inquiète, touchez l'élu local le plus proche ou le leader le plus proche, discrètement. Je voudrais appeler tous les chefs de village de se faire connaître obligatoirement par le détachement militaire ou policier le plus proche. Les jours de marché, surveillez toutes les personnes que vous ne connaissez pas, fréquentant régulièrement ces marchés-là. Si vous constatez des gens qui adoptent des comportements suspects, vous devez les dénoncer. Si vous avez des fils qui disparaissent, qui réapparaissent avec des motos neuves, qui commencent par dépenser de l'argent n'importe comment, vous devez vous inquiéter et vous poser des questions. Et vous devez collaborer avec la police. Dès que vous avez une information sensible, vous avez l'obligation de mettre ça à l'oreille d'abord de vos élus locaux qui sont avec vous, des élus communaux, chefs d'arrondissement et maires, mais aussi des élus nationaux. Vous avez des députés aussi avec vous. Restez solidaires et jouez votre partition. Demandez à tous ceux qui sont éparpillés un peu le long du fleuve de revenir les soirs avant 19h, se terrer dans les grosses agglomérations et nous ne voulons pas entendre qu'après ça, qu'il y ait eu des exertions au sein de la population. La question de collaboration entre vous et les forces de sécurité et de défense, là, je crois que c'est important. On a beau déployer tout. Si vous êtes d'un côté et que les forces de défense et de sécurité sont de l'autre, je crois qu'on ne pourra pas aboutir. Les forces de défense et de sécurité ont besoin de votre collaboration pour pouvoir vous protéger de manière efficace. Et ce qu'on vous demande, c'est de faire attention à ce qui se passe autour de vous. Et s'il y a quelque chose qui paraît suspect, n'hésitez pas. Informez les forces de défense et de sécurité, informez le chef de village qui va porter l'information au niveau du chef d'arrondissement, puis au niveau du maire, ainsi de suite, jusqu'au niveau des ministres qui ont en charge la défense et la sécurité. Ne restez pas trop longtemps dans les champs. Pour le moment, rapprochez-vous du centre-ville, là où nous avons installé nos bases, pour que si quelque chose se passe, qu'on soit en mesure de voir ça rapidement et qu'on soit en mesure d'agir. Les performances économiques du Bénin s'améliorent davantage dans divers domaines. La question qui se pose est de savoir si le climat des affaires est-il propice à la création de richesses et d'emplois, mais surtout d'opportunités. La rédaction de E-Télé Bénin s'est penchée sur le bilan 2 ans après le second mandat de Patrice Talon au service de l'amélioration du climat des affaires. Suivons ensemble. Le Bénin se transforme et se révèle au monde. Depuis 2016, on note une progression dans tous les secteurs d'activité avec un taux de croissance économique qui s'améliore. En dépit d'un environnement international fortement marqué en 2022 par la crise russo-ukrainienne avec ses conséquences économiques, l'économie béninoise continue de créer de la richesse grâce à la bonne gestion des chocs
traduite par la prise de mesures efficaces. Nous réussissons à pouvoir être résilients à ces différents chocs. Notre taux de croissance n'a pas chuté de façon drastique comme les autres pays. Nous avons eu 6% l'année dernière. On estime qu'on aura 6,3, 6,5% à la fin de cette année. Il y a 2 ans, on était à 7%. Je crois qu'on arrive à bien maintenir le taux de croissance. Cette performance est remarquée dans tous les secteurs clés de l'activité économique béninoise. Pour preuve, de nombreux projets sont mis en œuvre par l'exécutif avec un climat des affaires favorable aux investisseurs. Le climat des affaires au Bénin se porte mieux. Le climat des affaires, c'est un processus qui est en évolution. Notre rôle au niveau de la PIEX, c'est de faire en sorte que le climat des affaires dans notre pays s'améliore. Le premier dispositif, c'est la zone économique spéciale de Glodjigbe. Nous avons fait en sorte que, au sein de cette zone, nous puissions accueillir des investisseurs en mettant à leur disposition l'ensemble des infrastructures et également l'ensemble des dispositifs réglementaires qui permettent de se dire que si j'investis dans cette zone, je me sens bien, je n'ai pas de difficulté à développer mon activité. Le deuxième dispositif que nous mettons en avant, c'est le dispositif lié au Code des investissements. Globalement, avec le Code des investissements, vous avez 2 avantages spécifiques. L'exonération des droits de douane sur tous les équipements que vous importez pour transformer au Bénin et également l'exonération d'impôts sur les sociétés pendant une période qui peut aller entre 7 ans et 12 ans. Troisième dispositif, c'est un dispositif permis par la loi de finances. L'article 12 de la loi de finances permet à toute personne qui investit dans notre pays pour faire de la petite transformation, de bénéficier également d'un avantage qui est tout simplement tout ce que vous importez pour faire ici au Bénin exonérer de droits de douane. En faisant venir des investisseurs, en suscitant chez les Béninois l'envie d'investir dans leur pays, nous mettons en place les conditions pour un développement de l'emploi. Tout ce que nous faisons, c'est pour développer l'emploi dans notre pays. C'est pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi. La création de la zone économique spéciale de Glodjigbe, un projet cher au gouvernement, en est une illustration. À ce jour, nous avons à peu près 7500 emplois dans cette zone et avant la fin de l'année, nous serons à peu près à 25 000 parce que nous aurons 2 unités intégrées de textile qui seront opérationnelles et une 3e unité qui sera opérationnelle au premier trimestre de 2024. Nous espérons créer dans cette zone, sur les 7 prochaines années, à peu près 300 000 emplois directs, 700 000 emplois indirects. Nous allons changer fondamentalement l'économie de notre pays. Nous aurons une économie qui sera désormais basée sur la transformation de nos ressources agricoles et minières et nous n'aurons plus une économie qui est basée sur le commerce. Le vœu de l'industrialisation du Bénin est passé en si peu de temps du rêve à la réalité. Et dans ce processus, le ministère de l'Économie et des Finances se positionne comme la porte d'entrée du secteur privé au Bénin. Bon, il faut dire que le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, est le superviseur national du climat des affaires. Donc les actions que nous menons ne sont pas simplement encadrées au sein du ministère de l'Économie et des Finances, mais ça couvre plusieurs portefeuilles. Donc le ministre des Finances oriente et assiste ses autres collègues pour que des pans d'éléments pouvant améliorer le climat des affaires qui sont dans leur portefeuille puissent être améliorés. Nous sommes dans un processus continu. Les réformes que nous avons mises en place, nous travaillons au quotidien à les consolider. Des réformes implémentées par les directions sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances qui améliorent les performances économiques et facilitent l'accès des services aux usagers. Les 7 nouveaux membres pour le compte de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle sont désormais connus. Ils ont été désignés pour les uns par le président de la République et pour les autres par le président de l'Assemblée nationale. Retour sur l'identité des 7 nouveaux membres de la haute juridiction. Élément réalisé par la rédaction de Eden Télévision. Les identités des 7 personnes qui conduiront la 7e mandature de la Cour constitutionnelle sont révélées. Il s'agit de Dorothée Sosa, Dandy Yamon, Nicolas Sogba, Michel Adjaka, Vincent Akakpo, Mathieu Adjouvi et Aleya Gouda.
Ces nouveaux membres désignés en remplacement de l'équipe de Razaki Amonda vont probablement prêter serment le 5 juin prochain. Comme leurs prédécesseurs, ils seront installés pour un mandat de 5 ans de 2023 à 2028. Cette 7e mandature de la Cour constitutionnelle aura la lourde responsabilité de proclamer les résultats définitifs, de gérer les éventuels contentieux électoraux des élections générales de 2026. Parlant du choix du président de la Cour, à qui seront confiés les rênes de cette 7e mandature. Notons que Dorothée Sousa est pressentie pour être le prochain président de la Cour constitutionnelle. Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, a effectué une visite de la zone industrielle de Glodjigbe. C'était le lundi 22 mai 2023. Le patron de la Banque ouest-africaine a profité de l'occasion pour inspecter plusieurs usines du périmètre, mais aussi de mieux comprendre les atouts de cette structure. Le compte-rendu avec la rédaction de Eden Télévision. C'est à pas de charge ce lundi que les responsables de la pièce et de Sipi Bénin ont fait le tour du périmètre de la zone industrielle de Glodjigbe. Et pour cause, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est en visite sur le site. Jean-Claude Cassibrou est venu toucher du doigt les capacités, mais aussi les réalisations implémentées sur le site. De la salle de la maquette, en passant par l'industrie textile, les usines de cajou, de soja et même certains sites devant recevoir dans un futur proche l'implantation d'autres sociétés, rien ou presque rien n'a été occulté. Et au terme de ce périple, Jean-Claude Cassibrou est touché à double titre par ce qu'il a vu. Ce qui ressort, c'est une zone moderne. Elle est bien structurée, parce qu'elle a été bien pensée, bien conçue. Elle est bien organisée. Il y a une structure de gestion qui, évidemment, supervise. Le deuxième motif de satisfaction, c'est que c'est une zone qui met l'accent sur la transformation des produits nationaux, les produits du cru, comme on dit. Coton, anacarde, soja. Et donc ça entraîne une industrialisation verticale. C'est-à-dire le producteur est concerné parce qu'il sait, au niveau primaire, producteur agricole, que sa production va être achetée et va être utilisée et transformée. Au-delà de ces premiers aspects, le gouverneur de la BCEAO est ému par l'idée de la formation de la jeunesse à l'emploi sur le site. Ce qui m'a frappé, c'est la formation qui est donnée aux jeunes, des jeunes hommes et femmes qui sont activement impliqués donc, dans la zone industrielle. Donc l'effet sur l'emploi, rien que pour ça, rien que pour ce facteur, je crois que c'est vraiment déjà un succès. Parce que vous savez que l'un des plus grands défis dans notre région, c'est l'emploi. Et pour corroborer tout ceci, le gouverneur Jean-Claude Cassibrou appelle les institutions financières telles les banques à mieux s'intéresser à ce qui se passe sur ce pôle de développement. Je crois que avec déjà ce qu'ils font dans les autres activités au Bénin, là il y a un secteur qui est très prometteur. Et donc je crois que c'est bon pour les banques de s'y intéresser, de regarder de plus près et d'être des acteurs de ce processus-là, parce qu'il s'agit de soutenir la croissance à travers les investissements et donc le financement de l'activité économique, et donc d'être des acteurs pour le succès donc, de ce projet qui est un projet, encore une fois, pour soutenir la croissance économique. Cassibrou a vu, il a touché et il a cru. En partant de la GDIZ, ce lundi 22 mai 2023, le gouverneur de la BCEAO garde satisfaction de ce qu'il a vu. Au-delà des conseils et des idées qu'il a échangées avec les responsables, il a promis revenir. Mais avant, il a décidé de se faire le porte-voix de ce modèle industriel partout où il passera. Le chef de l'État, Patrice Talon, a convoqué à Cotonou des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique du Bénin à une rencontre qui va se tenir le 30 mai prochain à la présidence de la République.
Curieux des réels motifs de cette rencontre, les hommes des médias sont revenus sur la question lors du traditionnel point de presse du Conseil des ministres. Voici la réponse du porte-parole du gouvernement. Le président de la République a effectivement rappelé les ambassadeurs du Bénin dans le monde pour consultation. Mais en fait, il s'agit pour lui de les rassembler ici à Cotonou, d'organiser ce qui s'appelle dans la pratique de ce milieu-là une conférence diplomatique. C'est une séance d'échange avec les acteurs donc, de la diplomatie béninoise à l'extérieur, nos représentants, faire le point avec eux de l'état de la diplomatie béninoise dans le monde, ajuster ce qu'il faut ajuster, leur faire des orientations nouvelles afin que l'image de marque du Bénin soit davantage entretenue et promue dans le monde, dans les instances où nous sommes, dans les relations bilatérales comme multilatérales. Et le président de la République, en convoquant les ambassadeurs du Bénin à cette rencontre, laquelle convocation date déjà de plusieurs jours, entend ainsi inaugurer chez nous aussi cette pratique qui, c'est vrai, existe ailleurs, mais au Bénin, on va dire que ça n'a pas souvent été le cas. Donc il s'agit pour lui, en tant que premier responsable du pays, qui détermine et oriente la politique de notre pays, y compris à l'international, de parler avec nos ambassadeurs et de leur faire les orientations qui conviennent. Comment se porte aujourd'hui le système de passation des marchés publics au Bénin? De quoi a-t-il besoin pour être plus performant? Pour répondre à ces différentes interrogations, l'autorité de régulation s'est soumise à une auto-évaluation. Les résultats ont été présentés aux patrons d'entreprise. Le point de la séance avec cet élément réalisé par la télévision nationale. Vous le savez, tout système qui ne s'auto-évalue pas, qui ne s'évalue pas, meurt. La dernière fois pour cet exercice remonte à 2014, après 1999. Cette troisième édition de l'auto-évaluation du système des marchés publics au Bénin, dont les résultats sont ici exposés, s'est déroulée entre août 2021 et mars 2023. 1999, 2014, ça fait 15 ans. Et 2014 à aujourd'hui, ça ne fait pas aussi jeune. Mais déjà, nous prenons l'engagement que cet exercice sera répété de façon cyclique et plus rapprochée pour permettre au système national de passation des marchés publics de répondre à sa mission. La méthodologie MAPS 2, harmonisée pour apprécier la conformité des systèmes de gestion des marchés avec les standards internationaux, est celle appliquée pour vérifier l'efficacité, la transparence et l'équité du service rendu par la RMP. En organisant le présent atelier, l'autorité de régulation des marchés publics vise avant tout à assurer la qualité de tous les livrables, notamment à répondre aux exigences de l'outil MAPS qui impose à cette étape de processus d'évaluation la participation active du secteur privé et celle de la société civile. Ils sont plus de 200 participants à cet exercice final d'appréciation du travail abattu par le Comité national sous la supervision du consultant international commis à la tâche. Les recommandations issues de cet atelier sont attendues au secrétariat MAPS pour approbation. MAPS basé en France. La ville de Cotonou, bientôt à l'abri des inondations. Un des vœux les plus chers du président Patrice Talon entre progressivement dans sa phase active. Il s'agit de l'accomplissement du projet d'assainissement pluvial de Cotonou. Un projet qui fait déjà des heureux. Cotonou sous la pluie mais pas sous l'eau. À ce propos, suivez ce reportage que nous propose l'ORTV. Cotonou en temps de pluie. Le spectacle est simplement désolant pour les habitants de la capitale économique du Bénin. Pour lutter contre les inondations à Cotonou, le gouvernement du président Patrice Talon a lancé le projet d'assainissement pluvial de Cotonou. En quelques mois de travaux, les témoignages des populations sont éloquents. Nous sommes ici au quartier Setovi à Vedoko. Pendant la saison pluvieuse, la vie n'est pas du tout facile pour nous les habitants. Comme le nom du quartier l'indique, Setovi,
et alors qui nous dérange beaucoup. C'est une grande chance pour nous que l'État puisse penser à nous pour la réalisation de ces infrastructures. Quand les pluies arrivent, nous n'arrivons même pas à sortir. On est inondé partout. L'eau même rentre dans les maisons. Pour tout habitant de Cotonou, le quartier Agla est synonyme de quartier difficile d'accès, même en temps de saison sèche. Mais avec le PAPC, Agla est progressivement assaini. Quand le petit château fié là, nous sommes côté, nous sommes mina dogbenu toga miton Sisi Patrice Talon do e flimi do petit château 2023 lobo khomido sionsi bo min mon kodo safun o fo azo a même mon doje kodo safin ko wanu mi be vivinu mi. Voici le bassin X3 à Agla, d'environ 2 km de périmètre. Ce bassin est alimenté par les collecteurs secondaires et primaires. C'est l'un des 7 bassins de rétention prévus pour être construits par le PAPC. À la fin des travaux, Cotonou disposera de 46 km de collecteurs primaires, 90 km de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rue. 49 km de voies sont en cours de pavage, aussi bien le long des ouvrages qu'au niveau des quartiers concernés par le projet. La première particularité du PAPC est qu'il se réalise dans le respect du plan directeur d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Quelqu'un qui réaliserait des projets de voirie ou des projets d'assainissement n'aura pas à se demander où est-ce qu'il va jeter les eaux. Il trouvera des exutoires à proximité, constitués de collecteurs primaires et des collecteurs secondaires que nous sommes en train de réaliser. C'est un projet qui prend en compte également d'une certaine manière la gestion des ordures. Donc il y a un certain nombre d'équipements qui sont prévus dans le cadre de la gestion des ordures pour que ces ordures ne se retrouvent pas dans les ouvrages qui sont réalisés. Au quartier Godomé, non loin du lac Nokwe, avec les travaux du projet d'assainissement pluvial de Cotonou, certaines habitations situées dans l'emprise du projet ont été démolies, mais avec dédommagement des propriétaires. Si vous voyez Wafi Dion, ça fait 23 ans. Chaque année, cru, zone Wafi. Bon, et Wafi, on a nous sous un ton. Et on a 2 mètres. Donc, avec moi, on a Kogo. On a un bluffy. On a un bluffy. On a un toc. On a des projets qui ont été bon, bon, il y a des filles et dans des alliés bon filles, blanc de 50 bon filles. Il soit pas retiré ici. Il soit pas il soit pas retiré ici. On a des filles là, a des dagbetan ouais. A des dagbetan bon vogue gouvernement. Les réalisations du PAPC auront à coup sûr un impact sur l'économie de la ville. Après les travaux, je crois que la voie va bien passer. On aura assez de clientèle pour nos petites activités dans le quartier. Egbedion des flin petit château lobo asoro yemo bali oro tintin we o e o nsi saro wa do poropo enyo udai. À terme, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de plusieurs quartiers de la capitale économique du Bénin. On s'intéresse à l'interdiction d'ici 2024 de l'importation des produits congelés annoncée par Gaston Dossouri, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au cours de l'une de ses sorties. Une mesure appréciée à sa juste valeur et qui vise entre autres le développement de la filière agricole. À cet effet, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par une équipe de la rédaction de E-Télé Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a exprimé l'ambition du gouvernement d'interdire l'importation des produits congelés. Ceci au cours de la rencontre d'explication qu'il a eue avec les producteurs de soja à Doumé, commune de Savalou, dans le département des Collines. Au 32 décembre 2024, vous m'avez dit merde au poulet congelé importé. Ça ne viendra plus.
et nous allons faire nos fêtes avec nos propres poulets, nos pétales, nos canards, ce que nous avons élevé nous-mêmes avec notre propre maïs. Ces propos du ministre Gaston Dossoui témoignent de la volonté des autorités étatiques à promouvoir le consommation local. Dans le rang de l'opinion publique, l'engagement pris est applaudi. C'est une bonne décision parce que rien ne nous manque en Afrique, précisément au Bénin, rien ne nous manque. De nos jours aujourd'hui là, à certains âges là, c'est ça, tu as tel problème, et c'est l'hôpital par-ci par-là. Et ça, c'est à cause de ce que nous prenons. Ces produits-là qui nous rendent malades sans le savoir. Selon moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi? Souvent, les produits congelés qu'on amène chez nous ici, les gens qui ont produit ça, eux, ils cherchent l'argent. Donc, compte tenu de ça, nos frères qui ont importé ça aussi, eux aussi veulent de l'argent. Donc, si ça nous rend malades ou pas, forcés, eux, ils doivent nous vendre ça. Les produits congelés importés, c'est du poison lent. Ça nous tue à petits coups. Les Blancs ne consomment pas ça. Quand ils veulent du poulet, ils vont au marché. Il y a les gens qui vendent les poulets et en même temps ceux qui apprêtent ça. D'accord? Quand la viande de poulet est prête, ils vont là-bas et ils achètent. Ils remettent ça aux gens, on leur apprête ça. Et ils consomment ça. L'interdiction de l'importation des produits congelés d'ici 2024 ne peut être possible sans la redynamisation de la filière élevage. C'est ce que pensent les citoyens interviewés. Mais reste à savoir si, en supprimant ces produits, on aura réellement les producteurs locaux qui pourront réellement proposer ces produits à la population. Est-ce que, en voulant supprimer les produits importés, l'État a prévu investir massivement dans le secteur afin de permettre aux jeunes qui ont fait la formation, de pouvoir faire de l'élevage pour pouvoir couvrir le besoin au niveau des populations. Donc je ne dirais ni oui ni non. Mais toujours est-il que cette décision va agir sur le panier de la ménagère. Il faut pouvoir mettre en place une certaine promotion, une certaine politique qui promeut ceux-là qui vont faire cette production de volaille pour que nous ayons à foison de la viande et de la viande de bonne qualité. Le président de l'association La Voix des consommateurs du Bénin est également heureux d'apprendre cette nouvelle. L'annonce à temps va permettre, selon lui, aux acteurs de la filière avicole de se mettre davantage au travail. C'est un gros soulagement pour nous, à La Voix des consommateurs, dans la mesure où nous ne manquons pas de sensibiliser, d'alerter sur l'alimentation et la nutrition des Béninois qui est mise en cause à travers cette forme de consommation de produits carnés que constituent les volailles, parce que c'est des denrées que nous ne maîtrisons pas. C'est un problème de santé publique pour nous et cette interdiction aurait contribué donc à réduire la question de santé publique. Si au Bénin, nous pouvons commencer par produire nous-mêmes les volailles que nous allons consommer, que ce soit les œufs, que ce soit la viande de volaille, ça veut dire que c'est une opportunité que nous nous donnons de pouvoir contrôler la qualité de la production dans le pays. Nous-mêmes, en tant qu'organisation de consommateurs, nous puissions mieux suivre la production et que des facilités soient offertes aux consommateurs d'avoir donc des produits carnés, notamment dans le secteur de la volaille, de qualité, mais aussi à coût acceptable pour que tous les ménages puissent s'offrir de la protéine à travers ces viandes. Il est à noter que les acteurs du secteur avicole bénéficient déjà de l'appui du gouvernement à travers des formations, l'octroi de crédits, l'achat des équipements lourds. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Tchabi, était à la direction des examens et concours à Porto-Novo. Il est allé s'enquérir des préparatifs pour l'examen du brevet d'études du premier cycle dont les épreuves écrites démarrent le 12 juin prochain. Au total, près de 121 000 candidats composeront au plan national. Des précisions dans cet élément réalisé par la télévision nationale. Je peux me réjouir de ce que, au terme des constats faits par M. le ministre,
il a pu nous féliciter du bon déroulement de notre chronogramme. Et au jour d'aujourd'hui, je peux rassurer également la population que tout est fin prêt parce que nous tenons notre agenda et nous sommes suffisamment prêts pour un bon déroulement de la session 2023. Le matériel lourd est déjà acheminé dans tous les départements et pour ce qui est du matériel sensible, tout est déjà réalisé, conditionné, mis en cantine. Et il ne reste que le dispatching qui va démarrer incessamment. Et lorsque cette phase-là est activée, c'est que définitivement le BPC est mis en place. Il ne reste qu'à attendre les candidats le jour du déroulement dans les salles. Suite aux instructions de Monsieur le ministre, nous avons passé l'année scolaire à concevoir un nouveau dispositif permettant dorénavant, à l'occasion, à compter de cette édition-ci, de pouvoir rendre disponibles les relevés de notes de l'examen du BPC au plus une semaine après la proclamation définitive des résultats. Et c'est un process qui a été conçu informatiquement et qui va permettre à compter de cette année à chaque candidat de pouvoir simplement se référer à son centre, à son établissement pour pouvoir en un clic de formalité rentrer en possession de son relevé de notes. Sur autorisation de Monsieur le ministre, je leur porte l'information que c'est le dernier format de BPC baptisé transitoire qu'ils vont composer. Par exemple, dans cet effectif que j'ai énoncé globalement, ils sont 61 399 à composer en PCT. C'est la dernière édition de BPC où cet effectif, à moitié plus ou moins, de l'effectif global va composer en PCT. Que les parents d'élèves, les candidats, les enseignants, eux tous prennent les dispositions pour se retrousser les manches pour assurer un bien meilleur encadrement des candidats, aussi bien en mathématiques qu'en PCT, parce qu'au BPC de l'année prochaine, tous les candidats au BPC du Bénin vont devoir composer aussi bien en mathématiques qu'en PCT. Changement climatique et rôle des médias pour les populations plus résilientes. C'est le thème du séminaire organisé par l'association Élan Média à l'endroit des professionnels des médias du Bénin dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. C'était le vendredi 26 mai 2023 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. À cette occasion, je vous invite à suivre la présidente de l'association Élan Média, Ghislaine Adimi, élément signé par une équipe de la rédaction de ESAE TV. Pour cette année, la première édition post-Covid, nous avons étalé les activités sur tout le mois de mai. C'est une expérience enrichissante qui a permis de mener 4 principales activités, ayant réuni au total plus de 200 professionnels des médias. Le séminaire de ce matin est la dernière activité de la série qui réunit une 50aine de journalistes sur un sujet qui interpelle notre responsabilité sociale, les changements climatiques. Nous espérons, à travers cette rencontre intellectuelle, parvenir à appuyer d'une certaine manière les journalistes dans l'exercice de leur métier. Il importe de préciser que le présent séminaire permettra aussi de lancer un concours de production médiatique sur la même thématique et les meilleures productions seront primées. C'est pourquoi nous invitons les participants à avoir une attention soutenue tout au long des échanges. Hospice Dagba, décédé le 18 avril dernier, a été inhumé jeudi 25 mai 2023. Le défunt était le directeur de la préfecture de discipline et directeur adjoint des études à l'ESAE. Pour marquer ses obsèques et témoigner leur amour pour l'illustre disparu, le groupe ESAE s'est mobilisé aux côtés des parents, amis et alliés afin de rendre les hommages dignes à Hospice Dagba. ESAE Télévision était à la cérémonie d'inhumation. Voici le récit de la rédaction. Tristesse, consternation, douleur peuvent se lire aisément sur les visages des parents,
amis, collègues et étudiants, réunis tous pour accompagner Hospice Dagba dans sa dernière demeure. L'homme pétri de qualité, ayant consacré la majeure partie de sa vie à la cause sociale, s'en est allé dans son sommeil. Une disparition qui laisse ses proches sans voix. Bien chers amis, Hospice Dagba est passé dans l'au-delà et même si son départ nous plonge dans une douleur inexprimable, nous croyons qu'il repose maintenant auprès de son Créateur. Merci pour l'éducation donnée par amour et par sacrifice. Merci pour les conseils donnés. Ils resteront gravés en lettres d'or dans notre cœur. Par notre foi en la résurrection des morts, telle que l'enseigne le Christ et son Église, nous espérons te revoir un jour, oui un jour auprès du Seigneur. En ce jour où nous nous réunissons pour rendre un dernier hommage à Papa, je voudrais que vous méditiez avec moi ce passage biblique qui a souvent retenu mon attention et qui a servi à essuyer mes larmes ces derniers jours durant mes heures de méditation. Sorti nu du ventre de ma mère, nul j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, où l'illustre disparu a été jusqu'à sa mort, directeur de la préfecture et directeur adjoint des études, n'a pas manqué de lui rendre un vibrant hommage. Du fondateur, passant par le personnel jusqu'aux étudiants, tous étaient présents aux côtés de l'homme, affectueusement appelé Harry Potter, dont les souvenirs resteront à jamais. Tu as été un travailleur infatigable, très assidu, ponctuel, rigoureux à la tâche. Après avoir fait valoir tes droits à une pension de retraite à la fonction publique, voilà bientôt 10 ans que nous sommes ensemble à ESAE. Toi, en tant que directeur de la préfecture et en même temps directeur adjoint des études. Jamais tu n'es venu à ESAE après 7 heures. Le douanier Dagba aime adresser des compliments aux enseignants qui agissent dans l'ordre et la discipline, qui font chaque chose en son temps et très bien. Ces compliments lui sont souvent retournés car beaucoup d'enseignants reconnaissent ses mérites. Doyen Hospice Dagba, merci pour tout. Tu es parti avant nous, bien trop tôt, et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Nous sommes très heureux d'avoir partagé avec toi une vie de ta vie. Toi, qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur, tu rendais tous ces moments joyeux et uniques. Comment les oublier, alors qu'ils font partie intégrante de la personne que nous sommes? Tu étais un préfet fidèle et généreux. Une personne unique que nous continuerons à chérir jusqu'à la fin de notre vie. Après la messe d'inhumation à la paroisse Saint-Paul d'Adjara à Dovier, cap a été mis sur le cimetière Vassejo de Ouida où Hospice Dagba va désormais reposer pour toujours. À l'issue de la messe d'enterrement, je vous invite à suivre respectivement le père célébrant et la vice-présidente du conseil paroissial de Saint-Paul Adjara à Dovier. Des propos recueillis par ESAE TV. Ensemble avec le fondé, nous sommes extrêmement éplorés. ESAE pleure quelqu'un qui a été pour elle un homme de progrès. ESAE a perdu quelqu'un de très social. Tout le personnel l'apprécie. Le maître du temps, comme on l'a dit, a appelé et il doit répondre au maître du temps. Je suis sûr qu'il sera heureux là où il est. Parce qu'il a rendu tout le monde heureux
à Esaü. Vraiment, je suis peiné. Déjà, quand on nous a annoncé la mort du préfet, on était bouleversés et tout. Actuellement, on est encore plus bouleversés lors de son enterrement. On ne peut que remercier le Seigneur parce que tout ce qu'il fait est grâce. Nous prions pour la famille du défunt et que la paix règne à jamais entre eux. Il fut un préfet très généreux envers moi personnellement. C'était un père, c'était un ami à moi. Donc, apprendre sa mort, ça m'a vraiment attristé. Mais nul ne peut échapper à la volonté de Dieu. Donc, que Dieu puisse juste l'accompagner dans son humble demeure. J'ai pu l'épingler parmi mes fidèles et voyant un peu sa manière d'être, sa manière de vivre, j'ai compris qu'il a des choses positives en lui qu'il peut mettre au service de l'Église. D'ailleurs, c'est un homme très patient, un homme qui a le goût du travail bien fait. Toutes les fois où nous venons pour les réunions en conseil pastoral, ses prises de parole, sa manière de réagir, sa manière de prendre la hauteur par rapport à certaines situations montre combien l'homme a un esprit vraiment pondéré. Il est bon, il est bon. Bien vrai, on dit un homme n'est jamais parfait, seul Dieu, mais il a vraiment des qualités qu'aujourd'hui, vraiment, nous regrettons beaucoup, beaucoup. C'est un homme intègre, un homme simple. Il est un grand homme, mais dans la simplicité. Et cette qualité-là, je l'ai vraiment copiée de lui. Il y avait eu un décès de la paroisse et on devait faire une délégation. Je m'en souviens bien, papa faisait partie des premiers sur la liste à envoyer sa participation pour aller soutenir cette personne jusqu'à Covey. Et ça, vu son âge et vu ça, vraiment sa dévotion pour la cause de l'Église, ça m'a vraiment émouvée. J'étais vraiment touchée. Et j'ai commencé par susciter les jeunes en leur disant de monter l'exemple sur papa. Et papa a été vraiment le premier sur la liste. Que je garde encore aujourd'hui, que chaque fois quand je vois la liste, je vois le nom de papa sur la liste. Ça me fait vraiment... C'est un bon exemple, un bon témoignage qu'il nous a laissé. Tout en étant vieux, mais il se soucie encore des autres. Nous ne pourrons plus avoir un cadre aussi émérite. Un cadre qui prend son travail comme sa vie. Nous l'avons vécu comme cela, la présence de M. Hospice Dagba à la direction des études, à la préfecture de discipline. C'est un monsieur qui a du talent, c'est un monsieur qui a de la valeur et qui a su mettre ses talents et ses valeurs au service de sa famille, au service de la société, puisqu'il a été enseignant de tant d'années durant. Il a formé des élites pour ce pays et au service aussi de son église locale qu'il a essayé de servir autant que peut se faire avant que le Seigneur le rappelle à lui le 18 avril passé aux environs de 22h, 23h par là. Hospice va beaucoup nous manquer. Je ne sais pas quelle sera l'alchimie pour combler ce vide, mais le Fondé a toujours les solutions. Hors de nos frontières, en Serbie, des dizaines de milliers de manifestants ont de nouveau protesté samedi 27 mai 2023 à Belgrade contre la violence. Un mouvement né dans la foulée de 2 fusillades meurtrières qui s'est mué en manifestation de colère contre le gouvernement. Notons que c'est la 4e manifestation menée par l'opposition ce mois-ci contre le président de la Serbie. Suivez plutôt. Le vent et la pluie ne les ont pas découragés. Devant les locaux de la télévision d'État serbe, des dizaines de milliers de manifestants scandent « Vučić va-t'en ». C'est la 4e manifestation menée par l'opposition ce mois-ci dans le pays contre le président Aleksandar Vučić. Le message de ce rassemblement aujourd'hui est que nous voulons vivre dans un pays sans violence contre les femmes et les enfants et de façon générale dans un pays plus stable et pacifique.
Les rassemblements ont commencé en réponse à 2 tueries de masse survenues début mai qui ont fait 18 morts. Les manifestants exigent la démission de leur président au pouvoir depuis 10 ans, ou à défaut qu'il desserre au moins la vis sur le contrôle opéré sur les médias. Ils veulent aussi interdire la diffusion des chaînes qui font la promotion de la violence et attisent les tensions politiques. Tout déborde, c'est la goutte d'eau de trop. Tout ce que nous voulons, c'est du changement. Pas seulement un changement de régime, mais de tout le système. Mais pour cela, les médias doivent être libres et le gouvernement d'Aleksandar Vučić doit tomber. Des manifestations au lendemain d'un rassemblement des soutiens du président qu'il avait lui-même organisé. La plupart avaient été transportés vers la capitale en bus depuis tout le reste du territoire serbe. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous préférer pour vous informer. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.